La France et ses partenaires vont retirer leur présence. L'annonce a été faite par le président français Emmanuel Macron ce jeudi 17 février 2022 à Paris, en France, à l'issue de la rencontre entre le président français et des personnalités européennes ainsi que des chefs d'État africains. Une start-up composée de jeunes innovateurs donne une nouvelle vie aux déchets plastiques. Nous en parlerons dans la rubrique Sciences et innovations technologiques. Au Niger, après avoir fui la terreur, les déplacés de Tingara en quête d'une nouvelle vie. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. L'information est tombée, mais c'était attendu, retrait de Barkhane et de Takuba du Mali. La France et ses partenaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au Mali ont pris la décision de se retirer du pays. Un retrait qui devrait prendre 4 à 6 mois. Les militaires présents au Mali seront redéployés au Niger. Tels sont en partie les propos du président français Emmanuel Macron. La déclaration a eu lieu ce jeudi 17 février 2022 à Paris, en France, à l'issue de la rencontre entre le président français et des personnalités européennes ainsi que des chefs d'État africains, dont le président du Sénégal, Macky Sall, président de l'Union africaine, ou encore Nana Akufo-Addo, président du Ghana et de la CEDEAO. Plus de détails dans cet élément. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Ce retrait se traduira par la fermeture des emprises de Gossi, de Ménaka et de Gao. Il sera effectué de manière ordonnée avec les forces armées maliennes et avec la mission des Nations Unies au Mali. Durant cette période, nous maintiendrons nos missions de soutien au profit de la MINUSMA. Je le disais à l'instant, l'annonce de ce retrait de la force Barkhane et de la Task Force Takuba du Mali est intervenue en prélude du sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine prévu à Bruxelles ce jeudi 17 février 2022. Eladi Malik Guité nous propose un commentaire sur ce sujet. C'était attendu, c'est désormais officiel. La France et ses alliés ont annoncé ce jeudi 17 février 2022 les retraits coordonnés de la force Barkhane et de la Task Force Takuba. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Ces retraits militaires concernent les 3 bases françaises installées dans le nord du Mali, où Paris compte plus de la moitié de ses troupes engagées dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Ce retrait se traduira par la fermeture des emprises de Gossi, de Ménaka et de Gao. Il sera effectué de manière ordonnée avec les forces armées maliennes et avec la mission des Nations Unies au Mali. Durant cette période, nous maintiendrons nos missions de soutien au profit de la MINUSMA. Toutefois, la France et ses alliés ne quittent pas définitivement le Sahel. La lutte contre le terrorisme dans la région se poursuivra, mais cette fois-ci sans les autorités de la transition malienne. Avec l'accord des autorités nigériennes, des éléments européens seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Enfin, notre engagement aux côtés des populations maliennes sera préservé au travers des programmes de l'Alliance pour le Sahel, sous réserve que ces programmes ne puissent être détournés pour financer des activités de mercenaires ou le terrorisme lui-même. Paris ne digère toujours pas la volonté des autorités maliennes de prolonger la durée de la transition de 5 ans, mais aussi l'arrivée du groupe paramilitaire privé russe Wagner. La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Elle ne doit pas, sous prétexte d'être une priorité absolue, se transformer en exercice de conservation indéfinie du pouvoir. Elle ne peut pas non plus justifier une escalade de la violence par le recours à des mercenaires dont les exactions sont documentées en République centrafricaine et dont l'exercice de la force n'est encadré par aucune règle ni par aucune convention. Ainsi, après plus de 9 ans de présence militaire au Mali, la France et ses alliés ont enfin décidé de plier leurs bagages. Toutefois, le calendrier de ces retraits reste à préciser. Certaines sources évoquent néanmoins une durée de 6 mois.
Toujours sur la même question du retrait de la force Barkhane et de Takuba du Mali, les citoyens se sont prononcés. Ils sont au micro de Fanta Diarra et Ibrahim Aguindo. Depuis un certain temps, le peuple malien s'est mobilisé pour le départ de la force Barkhane. Motif: absence de résultats sur le terrain des opérations. Ce jeudi, Emmanuel Macron a annoncé la fin de Barkhane et Takuba sur les territoires maliens lors d'une conférence de presse. Barkhane a échoué selon nos interlocuteurs. Vraiment, je suis très content aujourd'hui et très ravi parce qu'on attendait ces moments-là depuis très longtemps. On a vu que depuis que la France est venue avec ses forces, d'abord ça commence avec Serval, après Serval ils ont dit Barkhane, mais le résultat vraiment est très mitigé. En un mot, c'était un échec. Comme maintenant l'armée malienne monte en puissance, nous-mêmes on peut assurer notre sécurité. Je suis d'avis que la France quitte le Mali, car à mon avis, la venue de la France au Mali n'a rien servi pour le Mali. Ils sont venus pour nous aider, mais le constat est que ce n'est pas le cas. Ils sont là pour défendre leurs intérêts seulement. On pensait que l'arrivée de cette force allait quand même faire en sorte que le djihadisme sera totalement éradiqué au Mali. Malheureusement, l'arrivée de cette force-là, de 2013 à aujourd'hui, ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire. Et nous avons perdu les 3 régions du nord, nous avons perdu pratiquement le centre du Mali et pratiquement les djihadistes étaient à la porte de Bamako. Donc il fallait trouver une solution. Et les militaires qui dirigent aujourd'hui la transition ont quand même contacté d'autres forces qui sont en train de nous aider. Cet interlocuteur a une position nuancée sur le sujet. Barkhane et Takuba, qu'ils quittent le Mali, pour moi, ça c'est pas la solution. Il s'agit de voir éventuellement quels ont été les échecs de leur arrivée à aujourd'hui, avant leur départ. De s'enquérir de ces expériences, de voir éventuellement dans le projet, dans les jours à venir, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Car le Mali a besoin de tous ses amis. La France est intervenue au Mali en 2013 à travers l'opération Serval. C'était sous la transition de 2013 dirigée par Dioncounda Traoré. La direction de l'information et des relations publiques de l'armée, DIRPA, a tenu ce jeudi 17 février 2022 sa traditionnelle conférence de presse mensuelle. Objectif: faire le point des différents résultats engrangés sur le théâtre des opérations par les FAMA. Cette conférence de presse avait pour but de faire le point des opérations des FAMA sur les différents théâtres selon le directeur de la DIRPA. Cette nouvelle dynamique des FAMA a permis plusieurs saisines de matériel de combat et plusieurs terroristes interpellés. En termes d'interpellation, les FAMA ont fait 78 interpellations au centre et 30 interpellations au sud pour un effectif de 108 terroristes interpellés. Donc, en termes de récupération d'armes, il y a 61 armes qui ont été récupérées et il faut comprendre par armes toute catégorie d'armes, c'est des armes lourdes aux armes légères, en passant par les fusils de chasse. Donc les munitions, vraiment on ne peut pas vous donner le nombre tellement que c'est nombreux. Donc il y a beaucoup de munitions aussi qui ont été récupérées sur ces groupes terroristes. En termes de récupération de véhicules et motos, on a récupéré 28 véhicules sur les terroristes, dont 12 dans le théâtre centre et 16 au sud. On a récupéré 94 motos. Et parmi les motos, il y a environ 4 tricycles aussi qui servaient de moyens de transport. Et sans compter que dans leurs tricycles, on peut dire qu'on a récupéré environ 2 à 3 tonnes d'engrais chimiques qui entraient dans la composition, dans la fabrication des engins explosifs improvisés. Dans le théâtre centre, on a récupéré 718 sacs de céréales. C'est comme un peu dans le théâtre centre, il y a 260 bovins et ovins qui ont été récupérés auprès de ces groupes armés terroristes. Et au sud, il y a 193 bovins.
Quant à la montée en puissance de l'armée, elle s'explique par plusieurs facteurs selon le directeur. La montée en puissance des FAMA s'explique par ce commandement de proximité insufflé par les plus hautes autorités. Être le plus près des hommes, prendre en compte leurs préoccupations, s'occuper de leur alimentation, s'occuper de leur couchage, s'occuper de leur morale. Parce qu'un homme, un militaire, ne peut être véritablement un homme engagé que lorsqu'il a le moral au top. Et là, actuellement, le commandement en fait son problème, son credo. Pour vaincre cette lutte contre le terrorisme, le directeur invite les hommes de médias à bien analyser les informations sécuritaires avant de les relayer auprès des populations. L'ONG Search for Common Ground a organisé ce jeudi un atelier sur le projet Nadeo Hashika, Demain Ensemble, ce projet qui vise la stabilisation du cercle de Kidal. Le déploiement de l'armée reconstituée est l'un des points à l'ordre du jour. Aruna Saliakone pour le compte-rendu. Pour le déploiement du bataillon de l'armée reconstitué à Kidal et le retour des services sociaux de base, l'ONG Search for Common Ground organise cet atelier. Un atelier qui réunit les acteurs communautaires et les mouvements signataires de l'accord d'Alger pour proposer des solutions de pacification de Kidal. Renforcer les liens entre les communautés, faciliter les échanges sur les conflits existants dans les communautés, favoriser un environnement positif pour le déploiement de l'armée reconstituée, faciliter la démobilisation et la réinsertion sociale des ex-combattants non éligibles à l'intégration dans l'armée reconstituée et à favoriser l'adoption d'un consensus social sur la nécessité de leur retour pacifique au sein de leur communauté d'origine. Le représentant de l'Union européenne salue l'initiative de l'ONG. Search for Common Ground qui agit dans le cadre de la réinsertion des bataillons reconstitués au sein de leur population et aussi par des projets d'infrastructure qui visent à renforcer ou améliorer les lieux de résidence des bataillons des forces reconstituées. Le gouverneur de Kidal invite les participants à proposer une stratégie efficace pour la stabilisation du cercle. Je remercie Search for Common Ground et ses partenaires de mise en œuvre Nadeo Hashika pour ce projet qui vise principalement à restituer au niveau national les résultats des recommandations et engagements des communautés ciblées dans le processus de stabilisation de la région de Kidal. C'est dans le cadre de la mise en œuvre correcte et efficiente et dans l'esprit de contribuer à la stabilisation du cercle de Kidal que cet atelier est organisé afin d'engager des acteurs clés, des parties prenantes de nos programmes afin de développer une stratégie solide. Le président de l'autorité intérimaire de Kidal affirme que le projet contribue à la stabilisation du cercle. Ainsi, il salue l'ONG Search for Common Ground et ses différents partenaires. Le ministre du Commissariat à la sécurité alimentaire, Redouane Ag Mohamed Ali, a présidé ce jeudi 17 février 2022 la deuxième session ordinaire du comité de pilotage du projet présidentiel Brigade verte pour l'emploi et l'environnement. Les travaux de cette session étaient consacrés au partage et à l'examen du point d'exécution des recommandations de la précédente session, le rapport d'activité technique et financier 2021, entre autres. Reportage Aïssata Traoré et Chekoumar Mariko. L'initiative présidentielle Brigade verte pour l'emploi et l'environnement est un projet multidimensionnel qui émane de la volonté des plus hautes autorités à faire reculer la pauvreté tout en œuvrant pour la paix et la sécurité dans notre pays. Le projet implanté dans les régions de Kayes et de Nioro du Sahel bénéficie du soutien technique et financier de l'Agence italienne pour la coopération et le développement. Cette occasion me permet de remarquer la volonté de l'Italie à supporter cette initiative de la présidence de la République du Mali dans sa vision globale du développement. Une vision efficace, équitable, inclusive et durable. Lancé en mars 2021, le projet ambitionne l'aménagement de 3000 hectares dans les régions bénéficiaires à travers des activités de reboisement et de la promotion de la gomme arabica et partant participer à l'assistance nécessaire aux populations en difficulté alimentaire et nutritionnelle.
Le projet a pour objectif global de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations dans les zones affectées par la désertification et la dégradation des terres, et c'est afin d'affermir leur résilience à travers la gestion durable des ressources naturelles. Malgré les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités, les défis ont pu être résorbés, souligne le ministre commissaire à la sécurité alimentaire. Depuis le lancement officiel du projet le 22 mars 2021, la mise en œuvre des activités a enregistré des avancées concrètes, parmi lesquelles l'identification de 2 sites pilotes dans les régions de Caille et de Nioro, la réalisation d'un forage équipé à Caille, la mise en place d'une coopérative au niveau d'un site pilote, l'acquisition de matériel logistique. Selon la commissaire adjointe à la sécurité alimentaire, le projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement, en plus de son objectif global d'aménagement de 3000 hectares pour les jeunes, il a tant contribué à la création d'emplois verts. Et ces emplois verts vont occuper et les femmes, et les jeunes, et toutes les communautés, et cela dans l'objectif de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité alimentaire. Notons que depuis son lancement et malgré le faible taux de décaissement, le projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement a pu lancer 12 procédures de passation des marchés pour un montant d'environ 1 700 000 €. L'image du jour est consacrée au Djengish Chokusu. Le Djengish Chokusu, qui signifie indépendance en kirghize, également connu sous son ancien nom, Pic Pobedi, est une montagne qui culmine à 7439 mètres d'altitude, point culminant du massif Tian Shan et du Kyrgyzstan à la frontière avec la Chine. Il constitue un symbole historique pour différents pays. Il est gravi pour la première fois en 1956 par Vitali Abalakov. Sommet particulièrement dangereux, son accession est principalement tentée par des alpinistes russes. Pendant l'ère soviétique, son nom russe est d'abord 20 Komsomol pour commémorer les 20 ans de l'organisation, puis Pic Pobedi ou Pic Pobeda, c'est-à-dire le pic de la victoire, appellation donnée en 1943 en l'honneur de la bataille de Stalingrad, et encore utilisé au début du XXIe siècle. Encore au début du XXIe siècle, le Djengish Chokusu reste très peu gravi en raison de son isolement et de la difficulté de ses voies, puisque le taux d'échec et d'accidents mortels est parmi les plus élevés d'Asie du fait des avalanches et du climat extrême. L'actualité internationale avec Aïssata Traoré. Ils ont tout abandonné derrière eux. Chassés par des attaques djihadistes meurtrières, plus de 6000 personnes ont quitté ces derniers mois le sud du Burkina Faso, marchant jusqu'en Côte d'Ivoire où ils doivent repartir de zéro. Ce qui nous a poussés à venir ici, ce sont ces gens qui sont venus chez nous, des gens qu'on ne connaît pas. Ils se déplacent tout le temps, on a peur. C'est pour ça que nous sommes venus la première fois. Après, certains sont retournés là-bas dans notre village. On les a suivis. On a repris notre vie là-bas. Mais ils ont commencé à tuer les habitants. On a eu peur et on a fui à nouveau pour revenir ici. Plus de 6000 personnes ont ainsi quitté ces derniers mois le sud du Burkina et marché jusqu'en Côte d'Ivoire pour y trouver un refuge précaire. Mais au moins ici, ils se sentent soulagés par la présence des forces ivoiriennes. C'est que chez nous, il n'y a pas de militaires. Alors que quand nous sommes arrivés ici, les militaires ivoiriens sont venus nous voir. Ils nous ont encouragés, ils nous ont rassurés. Ils nous disent qu'ils sont là et quelquefois, ils viennent nous faire des dons. Une grande partie des réfugiés peut aussi compter sur la solidarité des villageois, souvent des parents ou des proches, dans cette région où les mêmes familles habitent de part et d'autre de la frontière. Mais en partant, ils ont laissé tous leurs biens, toutes leurs récoltes derrière eux. Et les mois passent, il devient de plus en plus difficile de nourrir tout le monde. Nous avons trouvé une maison, mais le problème, c'est la nourriture. L'argent avec lequel nous sommes arrivés ici est épuisé. Je n'ai plus rien. Mais nous allons rester ici, parce que tant que la guerre n'est pas terminée, nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Le gouvernement ivoirien et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU organisent des distributions de vivres, mais ça ne suffit plus face au nombre d'arrivées sans cesse grandissant.
Les violences djihadistes qui secouent le Burkina Faso depuis 2015 ont déjà fait plus de 2000 morts et contraint au moins 1,5 million de personnes à fuir le pays. Dans le camp de Tadresse, au cœur de la zone dite des 3 frontières dans l'ouest du Niger, Fourera, Amadou et Younoussa ont tous fui le village de Tengara, en proie aux attaques djihadistes sanglantes, laissant tout derrière eux. Ils tentent aujourd'hui de se relever avec l'aide du Comité international de la Croix-Rouge. C'est l'insécurité qui a fait que nous avons quitté notre village. Je me souviens du jour où les bandits sont venus et ils ont tué l'un des nôtres et sont partis en emportant une personne. Après, ils nous ont sommés de quitter le village. Tout le monde, les enfants, les vieillards et nous les femmes, nous avons tous marché jusqu'ici. La zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali est un repère des djihadistes sahéliens, dont l'État islamique au Grand Sahara qui y mène régulièrement des attaques sanglantes. Fourera Amadou, 33 ans, est mère de 6 enfants. Cela fait 3 ans qu'elle est réfugiée à Tillabéri, dans le camp de déplacés de Tadresse. Elle a fui son village de Tengara, situé dans la région de Tillabéri et frontalier avec le Mali, suite à une attaque d'hommes armés. J'ai reçu, comme d'autres femmes de notre village, 5 chèvres du Comité international de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, toute ma famille a bénéficié de cette aide. Quand j'aurai beaucoup de bêtes, je compte les vendre pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, en achetant de la nourriture et des vêtements, entre autres. Amadou Ada a lui aussi fui Tengara, laissant tout derrière lui, comme bon nombre des habitants de ce village jadis prospère, pour trouver refuge dans ce camp. Je viens de Tengara. Là-bas, des hommes armés à moto, pour la plupart des jeunes venus d'autres contrées et même des habitants de mon village, semaient la terreur. Ils prétendaient être des messagers au nom de la religion musulmane. Au début, ce n'était que des menaces. Puis, ils ont tué l'un de mes neveux et ont ensuite enlevé un jeune du village qu'ils accusaient de communiquer leur position aux forces de l'ordre. Son corps n'a jamais été retrouvé. Je ne peux même pas vous dire à quel point je suis ravi. Je vais juste les remercier pour tous ces soutiens qui a vraiment changé ma vie. Avant, quand je n'avais pas de charrette, je souffrais vraiment. Mes pieds me faisaient mal tout le temps. Younoussa Moussa, 80 ans, ancien commerçant, agriculteur et éleveur à Tengara, a perdu tout en quittant le village suite à une attaque. Tous tentent de se relever dans le site de déplacés de Tadresse avec l'aide du Comité international de la Croix-Rouge. C'était un matin aux alentours de 10 heures, des hommes à moto étaient venus en nombre dans notre village, nous ordonnant de partir. Après en avoir discuté, nous avons pris la fuite. Certains sont partis vers l'est, d'autres vers l'ouest, avec leurs affaires sur la tête et leurs enfants sur le dos. Ils ont marché toute une journée, de village en village, pour finalement quitter la région avant la tombée de la nuit. Grâce à Dieu, nous avons reçu ces charrettes. C'était un énorme soulagement. Vous pouvez constater à quel point nous profitons maintenant des retombées. Nous allons chercher de l'eau avec, et les femmes vont chercher du bois de chauffage avec. On les utilise pour aller chercher de la paille pour les animaux. Et il en va de même pour les sables que nous mettons dans nos maisons. L'aide du Comité international de la Croix-Rouge est vitale et salutaire pour ces déplacés. Un appui qui leur permet d'avoir une vie décente. Les populations affectées m'ont bien montré qu'il y a des situations d'urgence où l'aide traditionnelle humanitaire est inévitable, nécessaire, pertinente aussi pour les familles. D'avoir un accès à l'eau, d'avoir le minimum pour vivre pour des populations déplacées, c'est essentiel. Il n'y a pas seulement la conflictualité qui déplace les gens et qui pose problème pour ces communautés, mais l'impact climatique aussi, ça ressort
de tous les entretiens qu'on peut avoir dans un camp de déplacés comme celui-là. Mais il est vrai aussi que pour les populations, à première vue, c'est encore difficile, comme c'est difficile aussi pour un acteur humanitaire de bien entrevoir ce que sont les pistes d'activité qu'on peut entamer. Le bilan des inondations qui ont frappé Petropolis près de Rio de Janeiro a été revu à la hausse ce 17 février 2022. Au total, selon les autorités, 104 personnes ont perdu la vie. Aussi, une trentaine sont portées disparues dans les inondations et glissements après des pluies diluviennes. Aujourd'hui, je déplace des corps. J'ai extrait le corps de ma mère. Hier, j'ai sauvé mon fils. J'ai sauvé des voisins et je les ai amenés aux urgences. Mon fils va bien. Il est à l'hôpital, mais il va bien. J'ai réussi à le sortir vivant malgré la boue. Et nous allons malheureusement devoir enterrer ma mère parce qu'il n'y avait rien à faire. 2 jours après les pluies les plus fortes depuis 90 ans, cette ville touristique brésilienne est menacée ce jeudi par de nouvelles précipitations. Dans les rues de Petropolis, survolées par des hélicoptères de sauveteurs, de nombreux habitants parlaient jeudi matin de proches ou de voisins disparus, dont le nombre s'élève officiellement à 35. C'est vraiment triste. Les gens ne dorment pas parce qu'ils restent éveillés. D'autres continuent à chercher, à crier pour leurs chers disparus. Donc c'est très compliqué. Nous compatissons pour eux aussi. Le gouverneur de l'État de Rio de Janeiro, Claudio Castro, a estimé lors d'une conférence de presse sur place qu'il s'agissait des pires pluies depuis 1932. Les pompiers ont travaillé toute la nuit du mercredi à jeudi dans la ville de 300 000 habitants, mais ont dû s'arrêter quelques heures en raison de l'instabilité des sols gorgés d'eau. Les équipes travaillent 24 heures sur 24. Elles n'arrêteront pas du tout les recherches. Elles continueront, sauf pendant 1 ou 2 heures, pour raisons techniques. Mais si tout se passe normalement, nous ne nous arrêterons pas du tout. Après ces pluies torrentielles, quelques 150 habitants qui ont abandonné des maisons déjà détruites ou menaçant de s'effondrer ont trouvé refuge dans l'église de Saint-Antoine, près de la zone la plus touchée. Face à ce qui s'est passé hier, les gens sont venus ici et c'est le premier endroit où nous avons pensé à les accueillir pour qu'ils aient un peu de dignité et qu'ils puissent se mettre à l'abri des mauvais temps et de la pluie. Rappelons qu'en janvier 2011, plus de 900 personnes avaient péri en raison d'inondations et de glissements de terrain dans une vaste région près de Rio, comprenant Petropolis et les villes voisines de Nova Friburgo, Itepava et Teresópolis. Promotrice de Figuira Edition, co-auteur de plusieurs livres et auteur de divers livres aujourd'hui, Fatoumata Keïta fait partie de ces écrivaines qui hissent très haut la littérature malienne. Découvrons quelques livres écrits par cette héroïne avec notre reporter Adama Sanogo. De nos jours, elle est une référence pour les jeunes écrivains et lecteurs maliens. Difficile de parler de la littérature malienne sans évoquer son nom. De la plume à l'oralité, elle impose sa personnalité et sa sagesse par sa compétence et son savoir-faire. J'ai nommé Fatoumata Keïta, l'écrivaine à la plume tranchante, la conseillère des écrivains en herbe. Si l'écriture est innée en plusieurs écrivains, d'autres l'acquièrent après un travail de dur labeur, voire à travers leurs parents. C'est le cas de Fatoumata Keïta, qui a d'abord bénéficié des grâces de son père. Ainsi, elle a pris connaissance avec l'écriture. Le père que vous avez vu à la porte là, c'est un père qui m'a fait lire et écrire toutes les journées de la 2e année jusqu'à lorsque nous nous quittions. Tout le temps, quand mon père me faisait lire un livre, il me disait, donne la suite imaginée de ce que tu as écrit, que tu as lu. Mon rêve n'était pas d'être écrivain. C'est mon père qui m'a transmis sa passion. Les épreuves de la vie, l'écrivaine en a traversé plusieurs pour sortir brave et la tête haute. La deuxième motivation pour l'écriture de Fatoumata Keïta a été déclenchée à partir de son exil chez son oncle à Figuira, le village natal de son père, pour ses études fondamentales à l'âge de 12 ans. La vie, là-bas, ne sera pas facile pour elle.
Dès lors, elle se réfugie dans l'écriture. Je pars toujours de mes 12 ans. Parce qu'à 11 ans, je vais quitter mes parents pour aller au Manding profond à Figuira, où mon père va décider que j'aille et que je continue mes études et que je prenne connaissance avec la terre natale. Ça va être un grand choc pour moi. Donc, c'est là où j'ai pris conscience du fait d'écrire. Des frères massacrés, cet orage était pourtant à prévoir. Née à Baguineda au Mali, dans une fratrie de 5 enfants, Fatoumata Keïta a quitté ses parents pour vivre à Figuira, puis à Kaï. L'écrivaine a à son actif plusieurs livres collectifs et personnels. Parmi ses premiers textes écrits, on retrouve certains dans À toutes les muses, paru en 2014, qui est un recueil de poèmes. Cette œuvre qui a été publiée en 2014, mais ça regroupe toutes mes œuvres de jeunesse ou d'enfance, d'adolescence. Même le titre que je disais, chez eux, maman, tout est galère, tout est calvaire, se trouve dans ce livre-là. La patience est aussi l'autre nom de la fondatrice de Figuira Édition. Sa nouvelle Souffert a été déposée pour l'édition en 2003. Finalement, elle ne verra le jour qu'en 2013. Cette œuvre marque le début de sa trilogie romanesque. Souffert était une nouvelle de 13 à 17 pages, je crois. Après Souffert, suivront 2 autres ouvrages, Quand les coris se taisent et Les mamelles de l'amour, paru en 2017. Derrière ces livres se cache une histoire de trilogie qui n'est pas expressément faite. Je me suis retrouvé avec une trilogie dans un pur hasard. Qui a donc osé jeter du piment sous nos pieds? Les lecteurs de la trilogie, notamment Nanaba, étudiante en lettres modernes, et Chaka Keïta Dilawale, étudiant en journalisme, avouent avoir tiré plusieurs enseignements de ces livres. J'ai beaucoup aimé sa trilogie, surtout Souffert. À travers les thèmes qui y sont abordés, le thème de la polygamie, de l'excision et tout ça. Dans ces livres, elle montre la polygamie comme étant une coutume de notre Afrique, de notre Mali, où elle met en scène la société mandingue, où tout le monde peut décider du sort de l'enfant, où la femme n'est pas pour le mari seulement, mais aussi pour ses frères. Commençons par Souffert, qui parle de l'évira, qui parle de mariage avec consentement, qui parle surtout de la vision des différentes communautés maliennes sur la femme. Paru en 2019, Ce n'est jamais fini, tome 1 et tome 2, sont des recueils de poèmes écrits par Fatoumata Keïta en reconnaissance de ces merveilleuses personnes qu'elle a eu à rencontrer et qui l'ont aidée. Ce n'est jamais fini, tome 1, pour revenir à ces livres-là, donc, c'était pour me dire, Fatoumata, tu as fait du progrès, mais tu n'as pas fait du progrès seul. Tu as fait du progrès à l'aide de concours, de circonstances, à l'aide d'opportunités, à l'aide de personnes merveilleuses que tu as rencontrées. L'occasion était pour moi de faire un clin d'œil à toutes ces personnes importantes dans ma vie. Et Ce n'est jamais fini a été publié en 2018 pour être réédité par Figuira Édition en 2019 avec la sortie de ça, Ce n'est jamais fini, tome 2, qui est aussi un clin d'œil à l'enfance handicapée. Ma mère me faisait faire toutes les tâches de la maison, rien que pour qu'elle me rende compte des comptes, a affirmé Fatoumata Keïta. Née et grandie avec cet amour pour les contes, elle s'est également investie pour créer des productions littéraires allant dans ce sens. Les filles Sadian et Blissi sont sortis en 2020. Ce sont des contes du terroir qui ont été réécrits par moi, illustrés par Alice Romé. Et donc, c'est des contes qui m'ont été souvent dits par ma mère. Je fais un clin d'œil à cette femme, cette brave femme. Fatoumata Keïta est une lumière, voire une baobab pour la littérature malienne. Comme le dit Pierre Cornel, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Puisse son parcours inspirer la jeune génération afin que la littérature malienne continue de traverser encore les frontières. Joliba TV vous proposera bientôt un magazine avec plus de détails sur le parcours, les livres, Figuira Édition et les distinctions de l'écrivaine Fatoumata Keïta. Que faire des 1700 tonnes de déchets que Bamako
produits par jour. Cette start-up composée de jeunes dynamiques dénommée Kouraya Compagnie répond à cette question en donnant une nouvelle vie aux déchets plastiques. Nous sommes sous la rubrique Sciences et innovations technologiques, suivant ce reportage de Abdoulaye Koniba Konaté. Faisant partie intégrante de la vie de tous les jours, le plastique produit des déchets qui, en plus de détruire le sol, nuit à la survie des animaux, encombre la capitale et contribue pleinement à mettre le fleuve Niger en péril. Ces conséquences ne sont toutefois pas fatales quand on se fie au talent des jeunes de Kouraya Compagnie, une start-up spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques. Des pavés, tables-bancs, chaises, paniers et plein d'autres objets écologiques sont confectionnés dans cet atelier, employant près d'une dizaine de jeunes qui, après la collecte des déchets, donnent une nouvelle vie au plastique avec une méthode bien détaillée. Donc après le tri des différents types de déchets plastiques, nous procédons au lavage des plastiques. Comme vous le voyez ici sur place, il y a beaucoup de types de plastiques. Leur numéro d'identification qui se trouve là-dessus, le numéro D. Après le tri et le nettoyage, les plastiques sont ensuite transportés comme matière première dans la fonderie où le vrai travail est effectué, la transformation. Nous sommes maintenant dans l'atelier de transformation. Voilà, donc ça sert à broyer les déchets plastiques. La machine, c'est un petit broyeur qui nous aide à refaire des paillettes. Voilà, ça donne des paillettes comme ça qui vont nous permettre de les circuler dans la machine à extrusion. Ça sert non seulement à diminuer le volume, mais aussi à faciliter le processus de transformation. Là, ces paillettes proviennent du broyeur. Tout ça, là, nous les trions en fonction des typologies des plastiques et en fonction des couleurs. Au lieu de payer des colorants chimiques, donc on essaie de trier ça en fonction des couleurs et en fonction des types. Après le broyage des matières premières, une autre étape intervient, l'extrusion. Donc, comme vous le voyez, ça peut faire des dizaines de produits en fonction des moules que nous allons utiliser. Donc, comme vous le voyez, donc, ça fait sortir un long filament que nous allons mouler manuellement avec déjà des préformes. C'est un peu le processus de transformation des paniers. Donc on va les placer un peu à côté pour le refroidissement. Comme ces paniers qui viennent d'être confectionnés, plein d'autres objets écologiques résistibles aux chocs graves, à la pluie et au soleil sont quotidiennement fabriqués dans cet atelier. Comme vous le voyez ici nous avons une petite table démontable. Pour augmenter, on peut fixer la hauteur souhaitée. La chaise aussi sur laquelle je suis assis, ça fait partie des plastiques recyclés. Au lieu d'utiliser des bois pour compléter le fer, donc nous faisons en plastique. C'est non seulement imperméable et c'est rigide. Réputés en matière de qualité, ces produits sont prisés sur le marché, nous explique le directeur commercial. Le marché reçoit très bien les produits. Nous avons les différents produits que nous faisons, les paniers, les porte-silos, et ça se vend très bien sur le marché, la demande est là. Nous vendons aux hôtels, aux restaurants et aussi aux expatriés qui aiment beaucoup ces produits-là. Cette start-up dénommée Kouraya Compagnie existe depuis plus de 3 ans dans le domaine du recyclage, la fabrication des machines et aussi la formation des nouvelles recrues en la matière. Elle a été fondée par 3 jeunes autodidactes avec des parcours distinctifs. Nos parcours sont très particuliers parce qu'on n'a pas fait d'école spécialisée dans le domaine du recyclage ou bien la confection des machines. On est tous 3 autodidactes. Mon diplôme le plus haut, ça c'est le baccalauréat en expérimental. Mes 2 collaborateurs, l'un est étudiant en littérature et l'autre est étudiant en informatique. Donc on est tous des autodidactes. On fait des recherches sur le net et puis on essaie de voir par-ci par-là pour combler le vide qu'on a. Comme la plupart des petites et moyennes entreprises, Kouraya Compagnie compte aussi les problèmes de financement dans la liste de ses difficultés majeures. Des difficultés liées aux ressources. Si on parle de ressources, on peut dire ressources financières parce que si on veut agrandir notre espace de travail et puis
faire développer d'autres types de machines. Dans le but de faire de leur start-up une entreprise sociale, les jeunes de Croya Compagnie travaillent avec des déplacés des conflits internes, surtout les femmes qui s'activent dans la collecte des déchets plastiques, une manière de rendre le monde meilleur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Joliba TV News. Joliba Evening News.